Mais je voudrais demander à Bernard Lugan, par rapport à ça, effectivement, on ne va pas refaire la querelle, mais pour vous, la colonisation, il y a eu quand même, il y a eu du bon et il y a eu du mauvais, mais il y a eu aussi du bon, parce que apparemment, effectivement, aujourd'hui, on présente la colonisation, et Dieu sait s'il y a eu des aspects extrêmement, je dirais, plus qu'horribles, mais il y a aussi des aspects positifs. Mais vous, par rapport à ce que dit notre auditeur, comment vous réagissez? Écoutez, c'est un autre sujet sur lequel j'ai travaillé, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je dirais que tout de même, le jour où la France a donné l'indépendance à ses colonies africaines, la situation sociale, morale, politique, économique, sanitaire de ces colonisés était, je crois, un véritable paradis par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Ah, alors, carrément, vous dites ça. Ah oui. Prenez vous dites que la situation a empiré depuis 50, 60 ans, 70 ans. C'est évident, elle n'a pas empiré, elle s'est effondrée. C'est une fracture considérable. La colonisation, c'est d'abord un acte de force, c'est un acte de virilité, c'est un acte de domination. Et il y a une équivalence dès l'origine qui est posée entre la conquête des territoires et la possession des femmes, qui d'ailleurs ne sont pas pensées comme des femmes précisément, mais comme des objets d'échange, de rivalité, voire de concurrence entre les hommes. Donc en fait, posséder les femmes, c'est envoyer un message aux hommes dans le souci de bien leur faire comprendre que le régime de domination coloniale s'installe, et qui s'installe pas seulement dans la prise de possession des terres. Bien sûr, la prise de possession des terres est importante, et avec les terres, il y a les ressources, notamment les ressources économiques, parce qu'on sait bien sûr que la dimension économique de la colonisation est très forte, mais derrière ça, il y a l'idée d'une colonisation qui est plus intime, et qui renvoie à des rapports entre hommes, des rapports virils, des rapports d'identité masculine, et on envoie un message très clair en disant aux hommes vaincus, parce que vous êtes vaincus, on va maintenant s'installer dans ce que vous avez théoriquement de plus précieux, c'est-à-dire l'intimité de vos femmes. Donc je pense qu'il y a vraiment une relation d'équivalence qui s'installe dès le début, qui est quand même quelque chose qu'on connaît depuis très très longtemps, et qui d'ailleurs n'est même pas spécifique aux contextes coloniaux. C'est-à-dire que tous les anthropologues qui ont travaillé par exemple sur la guerre montrent bien que la possession des femmes, l'accaparement des femmes, c'est une donnée absolument massive des régimes de domination. La première, 13h15, 14h30. Un jour dans l'histoire. Nous sommes à présent à l'époque coloniale au Maroc. Bousbir est connu bien au-delà du pays comme la plus grande maison close à ciel ouvert au monde. Le quartier a été construit en 1923 sur ordre de l'administration française, qui a souhaité que l'architecture en soit soignée. Pour parler de cette histoire des lieux, Joanne Ducé reçoit Jean-François Stadzac, professeur au département de géographie de l'Université de Genève et co-auteur avec Raphaël Pierroni du livre Quartier réservé, Bousbir, Casablanca, qui est paru chez Georges Éditeur. Le dispensaire, son compte-rendu d'examen à la main. L'odeur du désinfectant pique ses narines. Elle pense, au Bousbir, il y a la police. Il y a des murs hauts qui t'empêchent d'entrer et de sortir comme tu veux, mais qui te protègent du dehors aussi. Il n'y a pas de roman sans projet littéraire. Quand on veut raconter une histoire, il ne suffit pas d'avoir un sujet. Et mon défi à moi, c'était de faire en sorte que cette histoire oubliée puisse être incarnée dans des personnages qui la porteraient et permettraient de faire lien entre le lecteur et l'histoire elle-même. C'est pourquoi j'ai choisi, parmi l'ensemble des photographies qui avaient été exhumées parmi Loudinouiga, une très jeune femme, probablement marocaine, parce qu'elle venait aussi de l'ensemble de l'Afrique du Nord, probablement marocaine, probablement photographiée dans les années 20, c'est-à-dire au tout début de cette prostitution organisée, avec l'idée de tenter, non pas de la décrire comme un personnage à part entière, mais de donner à voir comment les regards qui se projettent sur elle, depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, l'ont investi d'enjeux qui la dépassent très souvent.
cette photographie qui est prise au début, qui va voyager dans le temps, elle va se retrouver dans la poche d'un soldat qui va être l'un de ces hommes qui va fréquenter le Bousbir et qui va du coup projeter dans cette femme tout ce qu'on lui a servi d'orientalisme, de fantasme en France et au Maroc, mais en même temps c'est un homme de son temps et la prostitution n'était pas une chose condamnable ou jugée de la même façon qu'aujourd'hui. On ne voyait pas les femmes prostituées avec la même horreur, j'ai envie de dire, qu'aujourd'hui, parce que nous sommes aussi des féministes, parce que nous avons à cœur de défendre la femme comme sujet et non comme objet. Et puis se retrouver encore plus tard chez la petite fille du soldat dont on a parlé tout à l'heure, qui un jour va mourir. Il y a un dialogue du coup entre que peut-on accepter des individus et la nécessité de les aimer dans leur entièreté sans mettre de côté ce qu'ils ont pu commettre de plus dérangeant et de pire, et accepter aussi une histoire globale sans mettre de côté des pans de mémoire qui nous dérangent des deux côtés de la mer Méditerranée, puisqu'il y a une honte coloniale assez pratique, et je pense qu'il y a aussi une forme de honte des Marocains eux-mêmes qui comprennent aussi que si ces femmes sont venues à la prostitution, c'est parce qu'elles ont été parfois chassées de leur village, de leur famille, qu'elles ont été mariées de force, qu'elles ont cherché à échapper à un mari qu'elle n'aimait pas, qui les maltraitait, à un frère. Et la prostitution a été le seul moyen de s'en sortir. Au bout de 8 jours, aux carrières centrales, la police a raflé Aïcha, l'a conduite au dispensaire antivénérien du Bousbir. On l'a couchée dans un lit blanc à côté de dizaines de femmes. On lui a scruté le dedans, fait une injection. On l'a gardée une nuit et puis on l'a laissée partir avec avertissement. Raflée 3 fois, tu deviens automatiquement pensionnaire du Bousbir, tu es prévenu. Alors le nom de Bousbir, qui était donc ce quartier réservé de la prostitution, vient en fait lointainement de Prosper Ferrieux, qui était un promoteur immobilier au début du XXe siècle, qui possédait un certain nombre de terrains dans la ville de Casa. Et on avait déterminé sur ces terrains-là plusieurs rues affectées à la prostitution autorisée. Donc c'était le quartier Prosper Ferrieux. La transformation dans la langue arabe a fait de Prosper, Bousbir. Le Bousbir, c'est ces 2 rues autorisées. Et puis Lyotet arrive, décide de mettre à l'extérieur de la ville cette prostitution parce qu'elle est trop visible, l'enferme dans des murs. C'est ce quartier réservé du Bousbir qui est à la périphérie de la ville de Casa et qui va être ensuite entouré par la ville elle-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la culture française, culture classique, là pour le coup extrêmement populaire, on connaissait ce nom de Prosper grâce à la chanson de Maurice Chevalier. Prosper, youpla boum, c'est le chéri de ces dames. Quand on voit passer le grand Prosper sur la place Pigalle, avec son beau petit chapeau vert et sa martingale, à son air malabar et sa démarche en canard, faut pas être bachelier pour deviner son métier. On a oublié de quel Prosper on parle. On parle bien du Prosper Ferrieux qui a donné son nom au Bousbir. Et le chéri de ces dames, c'est évidemment ce genre de proxénétisme à échelle nationale qui faisait partie de l'histoire populaire véhiculée de manière finalement complètement simple, assumée à ce moment-là. Et aujourd'hui, on a rompu le lien entre cette culture populaire et l'histoire. Devant la porte, des gars portent des baïonnettes. Elle a vu des femmes d'ici au dispensaire. Elles n'ont pas l'air mieux loties qu'elles, question vêtements. Elles sont parfois maigres, ont les veines des yeux éclatés et le blanc de l'œil rance. Elles ne respirent pas le luxe, ça non. Mais n'est-ce pas un luxe d'échapper à ton frère en pareille circonstance? Ton frère qui peut te tuer, d'avoir fui l'époux qu'il t'a choisi. Tu n'as même pas été répudié.